projets, vous, à titre personnel, là maintenant, artistique? Il y a le Aya 6, le dernier tome, qui sortira fin 2010. Il y a Akissi, pour les plus petits, mais ça c'est vraiment plus autobiographique, parce que ça raconte l'histoire d'une petite fille justement qui vit en Afrique, et qui va sortir en juin avec Mathieu Sapin au crayon. J'ai une autre série chez Bayou, dans la même collection qu'Aya, qui va s'appeler Les Bienvenus. C'est l'histoire d'une jeune Parisienne, une blanche, qui vit à Paris. Et avec Saint-Jean au crayon, un jeune qui débute. Et ça va sortir en septembre. Et le Aya, le film d'animation, qui sortira en 2011. Et ça, c'est quand même un très grand projet. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire en octobre pour l'inauguration d'une bibliothèque dans le quartier de Yopougon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet? Oui, alors en fait c'était très simple. Il y a 2 ans, je suis allée dédicacer à Abidjan à un festival de BD, et tous les enfants qui attendaient pour une dédicace, aucun n'avait le Aya de Yopougon. C'était assez frustrant quand même. Ils avaient tous une page, une feuille. Et ça m'a beaucoup touchée. Quand je suis rentrée à Paris, je suis allée voir l'éditeur, je lui ai dit, je peux pas, il y a un truc à faire, je peux pas faire une histoire aussi positive sur l'Afrique sans que les Africains ne puissent pas se l'offrir, parce que le livre coûte cher en Afrique. Et on a fait une version souple des tomes d'Aya, et ça c'était vraiment super, moins cher pour l'Afrique francophone. Et même malgré ça, c'était encore assez inaccessible pour une certaine partie de la population. Donc je me suis dit, puisque je ne peux pas donner de livres dans chaque foyer quand même africain, je pourrais faire tout simplement des bibliothèques où il y aura des livres de toutes sortes, avec des amis, parce qu'on ne fait pas une association seule. On a créé des livres pour tous, et on a inauguré la première à Djamé, et la deuxième va se faire à Dakar, et plus plein. Le but, c'est d'en faire énormément dans les villes, dans les pays africains. L'inauguration de celle de Dakar est prévue pour quand? D'ici fin 2010, la deuxième ouvrira à Ouakam. À Ouakam, d'accord. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ici à Paris tout le mouvement des travailleurs sans papier, parce qu'on parle évidemment beaucoup dès qu'on parle d'Afrique, on parle d'insécurité, de migration, etc. Quel est votre regard sur ce mouvement? En plus, vous avez, si vous pouvez le raconter un peu, votre histoire à vous par rapport à cette situation, et du coup, quel est le soutien? Est-ce que vous êtes impliqué dans ce mouvement aujourd'hui? Quel regard vous portez là-dessus? Moi, je suis restée plus de 10 ans sans papier en France. Donc, ce que vivent tous ces sans-papiers, je l'ai vécu. J'étais de toutes les marches. Je me souviens, on marchait des heures, on criait Chirac est une crapule, il veut nous expulser. J'ai vécu les lois Pasqua, où je prenais plus le métro, je marchais parce qu'il y avait des flics partout dans le métro, mais on pouvait plus. J'ai vécu tout ça. Il suffit juste d'aller tous les jours à la préfecture de Bobigny pour voir que même quand on a un titre de séjour, on est super maltraité. Donc, bon. Et justement, est-ce que vous pouvez raconter un peu votre parcours de sans-papier, entre guillemets? Vous êtes resté 10 ans sans papier, je crois, relativement jeune en plus, vous étiez étudiante en plus. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivée à l'âge de 12 ans, chez mon grand-oncle maternel. Il était français, donc on est arrivé là, et en plus, on n'avait pas besoin de visa à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas su nous régulariser à temps, ou peut-être n'était pas au courant pour lui. Donc un jour, il part comme ça, il nous laisse en France. Et moi, j'avais 16 ans, et mon frère avait 18. Et donc il nous laisse comme ça à Paris. Il rentre parce qu'il devenait un peu malade. Et quelques temps après, on se retrouve un peu pris dans un engrenage, parce que le problème, c'est qu'on était mal conseillés, parce que ceux qui nous connaissaient nous disaient, mais faut pas aller à la préfecture parce que on va vous rapatrier, alors que on a su plus tard qu'on n'était pas du tout expulsable de toute façon. Et on aurait dû juste aller voir l'assistance sociale en lui disant, nous on est tous ici, on est arrivé à 12 ans, ça allait, peut-être que nos problèmes allaient s'arranger. Mais en fait non, donc on est rentré un peu dans ces genres d'engrenage, et quand à 18 ans on a voulu
faire nos papiers, ben, on se heurtait à un problème. On n'était pas expulsable, on n'était pas régularisable. Parce qu'il n'y avait aucune loi pour nous les enfants, comme ça, qui sont arrivés mineurs en France. Il n'y avait aucune loi, c'était incroyable. Parce que je ne pouvais rien faire, je n'ai pas pu m'inscrire à la fac, parce que après le bac, je pouvais pas, il fallait s'inscrire, il fallait avoir des papiers pour aller dans une université, je n'ai pas pu m'inscrire. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais rien faire. Ben, j'avais le droit juste, moi, d'être en France et puis mais je pouvais même me balader à poil avec, devant les flics. Ils ne pouvaient pas, ça je l'ai su après. Voilà, ils ne pouvaient pas m'expulser. Voilà. Mais j'avais le droit, moi, d'être en France comme ça, mais de ne pas vivre. Enfin, pour moi, c'était ça, de ne pas vivre. À la rigueur, je referais même, voilà, qu'on me rapatrie chez moi, mais je ne même pas, on ne pouvait même pas me rapatrier. Donc, non, je suis restée vraiment des années comme ça, jusqu'au jour où il y a eu la circulaire Jospin, qui disait que bah, les enfants qui sont arrivés à l'âge de 12 ans, même un peu avant, avaient droit quand même à une carte de séjour. Et quand j'ai su ça, je suis allée à la préfecture. Et j'ai eu ma première carte de séjour, je vais vous dire, en 98. C'est pas long du tout, quoi. Donc c'est pour vous dire que j'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu avoir une haine, parce que quand même ce pays, la France, je l'aime. Aujourd'hui, on me dit rentre chez toi, je serais bien embêtée, parce que chez moi, c'est où? C'est ici, c'est là où j'ai fait ma vie. Ça fait 26 ans quand même que je suis en France. Donc c'est vrai, j'en veux un peu quand même. Ils m'ont quand même gâché 10 années de ma vie où je faisais que des boulots au noir. À l'époque, ça arrangeait les gens, parce qu'il n'y avait pas tout, les chèques emploi-service, il n'y en avait pas. Donc on était assez recherchés, ceux qui travaillaient, qui n'avaient pas nos papiers. Et c'est là où j'ai été nounou, j'ai été serveuse, enfin j'ai fait toutes sortes de boulots, parce qu'il fallait bien que je vive. Et puis quand j'ai eu mes papiers, j'ai essayé de reprendre des études un peu, mais voilà. Mais c'est une période un peu comme ça, où voilà, on est dans un pays, on n'a aucun droit. Voilà, en fait, le problème, c'est un peu partout en ce moment, parce que quand on va en Côte d'Ivoire, on accuse un peu les étrangers. En fait, c'est vraiment la politique, c'est un peu partout. Et en fait, moi, je dis que les Ivoiriens, c'est des faux élèves, parce qu'ils ont pris que le mauvais côté de la colonisation, ils n'ont pas pris le bon côté. Et là, ils font exactement ce que fait le pays colonisateur, parce que quand ça va mal, ils accusent les étrangers. Et c'est vraiment ça. Donc, quand on discute avec les Ivoiriens, ils disent mais oui, mais tu vois, il y a trop d'étrangers, ce sont eux qui nous prennent au boulot. Moi, ça me fait rire, parce que je dis écoutez, moi, c'est bizarre, quand je suis en France, c'est ce que j'entends. Et ça vaut pas la même chose. Donc, quand un pays va mal, parce qu'apparemment la France en ce moment, c'est pas trop ça, effectivement, tout simplement. Merci beaucoup en tout cas. Merci.